quelques mots sur la joie empathique, qui est une expression naze, en fait. En pali, ça se dit mudita, dans la langue qui se parlait à l'époque, où on a consigné ça par écrit. En allemand, les Allemands ont beaucoup de chance, ça se dit un petit peu aussi, parce que ça se dit Mitfreude, la joie partagée. C'est déjà plus joli que joie empathique, joie partagée. Il y a beaucoup de langues dans lesquelles il n'y a pas de mots pour cet état-là. Et c'est un état assez merveilleux. C'est un petit peu dans la famille des états inspirés de la bienveillance. Donc quand la bienveillance rencontre la souffrance de quelqu'un, elle devient de la compassion. Et quand la bienveillance rencontre le bonheur, le succès, le plaisir de quelqu'un, elle devient naturellement de la joie partagée. C'est cette capacité de se réjouir du plaisir de quelqu'un qui faisait dire au Dalai Lama que la joie partagée c'est génial parce qu'on a 8 milliards de possibilités d'être heureux. Il suffit qu'il y ait une personne dans le monde qui soit heureuse pour qu'on puisse s'approprier son bonheur et en profiter par... on peut appeler ça joie vicariante. Notre empathie nous fait sourire en réaction au bonheur de quelqu'un. Et évidemment, j'ai écouté plusieurs causeries, je fais de temps en temps ça parce que je ne savais pas. J'avais l'impression d'avoir moins de choses à dire sur ce sujet-là que sur les autres. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se dit? Alors j'ai écouté des causeries sur la joie partagée. Et il y avait quand même pas mal de baratins spirituels. C'est de la joie, donc c'est dans le monde anglo-saxon, il y a ces causeries avec beaucoup de silence et des voix, un ton très spirituel justement. La joie partagée, c'est une ouverture du cœur à... Et j'ai pas tenu longtemps en fait. Ce qui est dommage parce qu'en fait, c'est vrai que c'est vachement bien. Donc je vais essayer de traiter le sujet à ma manière, c'est-à-dire avec une sinistre sobriété calviniste, mais tout en goûtant quand même au plaisir de la chose. Donc techniquement, c'est assez simple, c'est comme la compassion. La compassion, c'était l'empathie, c'est-à-dire la conscience de la souffrance de quelqu'un, plus l'envie que ça s'arrange. Et la joie partagée, c'est la conscience du plaisir, du bonheur, du succès de quelqu'un et l'envie que cette personne continue à en profiter, en fait. Ou, plus simplement, le « je suis tellement heureux que tu sois heureux ». Et c'est là que le sourire nous vient aussi, en fait, en voyant cette personne. Comme d'habitude, dans la philosophie et la psychologie bouddhiste, ils définissent un ennemi proche et un ennemi lointain, c'est-à-dire les choses avec lesquelles on ne doit pas confondre cet état-là. L'ennemi lointain, sans surprise, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le contraire, l'opposé de la joie partagée. Quel est le mot qui vous viendrait à l'esprit? Envie, jalousie, exactement. Et l'ennemi proche, c'est, je vous le donne parce qu'il n'est pas facile à trouver, c'est l'excitation superficielle. J'ai pensé à... Donc l'excitation superficielle, à l'idée que quelqu'un vit quelque chose de bon. J'ai pensé au film américain. Je ne sais pas quand c'est apparu d'ailleurs dans les films et dans les séries, c'est très bizarre. C'est souvent plutôt féminin dans les films, où il y a par exemple, vous pouvez vous présenter la scène, il y a une femme qui dit à ses copines « Les filles, je me marie la semaine prochaine ». Et là, qu'est-ce que vous allez voir à l'écran? Dans les séries, j'espère que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie aux États-Unis. Alors ça, c'est l'ennemi proche de la joie
partagée. Ce n'est pas la joie partagée, d'abord parce que c'est trop excité pour être vraiment cette chose douce, agréable, réchauffante qu'est la joie partagée, et ensuite parce que je pense que, paradoxalement, on est plus avec soi qu'avec l'autre quand on est dans cet état d'excitation. On n'est pas en train d'apprécier le bonheur de quelqu'un d'autre, on est en train de s'exciter soi-même, de se créer pour soi-même un état qui finalement concerne avant tout soi-même. Alors, même sans le cliché, donc encore une fois, j'espère qu'il existe en vrai que dans les films, même sans ça, on peut parfois sentir la différence entre simplement se réjouir pour quelqu'un et cette espèce d'état d'excitation qui se détache un petit peu de l'empathie. Ça nous arrive à tous. Si vous avez vu en 2017 Federer regagner finalement, après des années où il ne l'avait plus fait contre Nadal en finale de l'Australian Open, et ce grand bonhomme qui se met à genoux et puis qui pleure, et vous vous dites « Oh, c'est beau !» C'était de la joie partagée. Si vous avez regardé The Voice Kids, et puis qu'il y a cet enfant super touchant, un peu maladroit, et puis qu'à la dernière seconde, il y a quelqu'un qui se retourne, et puis qu'il se met à pleurer, et puis oh, c'est de la joie partagée. C'est assez chouette en fait. Et c'est tellement, ça marche tellement bien comme manière d'être transporté, que c'est exploité sur les réseaux sociaux, bon, par The Voice aussi, hein, mais sur les réseaux sociaux sans honte. Je ne sais pas si vous avez vu, oui, aussi il n'y a que à moi que ces vidéos sont suggérées, mais il y a cette vidéo où le descriptif ce sera « Ce chien a été séparé de son maître pendant 12 ans et finalement il le retrouve ». Puis si ça se trouve, c'est juste le chien, ils avaient été séparés pendant 2 heures, parce que les chiens ils sont tellement merveilleux dans leur générosité qu'on ne sait pas, mais enfin on nous met un peu le truc en scène, quoi. Ça fait 12 ans, il l'avait cherché partout, il désespérait, et tout à coup, paf, il le voit, puis il y a le chien qui court vers lui, comme ça, et là évidemment on est bouleversé, mais en bien, comme on dit chez les Vaudois. On dit mais c'est quand même merveilleux la vie. Et on peut vivre des moments comme ça, comme ce bonhomme qui retrouve son chien, et le chien qui a l'air lui aussi tellement heureux. Donc c'est un état qui est super agréable, en fait. Et donc, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de mots dans notre vocabulaire pour cette chose-là. Parce que quand on a un mot, et c'était la même chose pour la compassion, quand on a le bon mot et qu'on l'utilise, ça nous donne plus de possibilités d'apprécier et de vivre l'état pour lequel on a un nom. Donc, gardons cette idée de joie partagée ou mudita. C'est un état qui a très bonne réputation aussi dans la psychologie, dans la philosophie bouddhiste, et il lui donne un petit nom. Enfin, tous ces états, bienveillance, compassion, il les appelle les Brahma Viharas, ça veut dire des états qui relèvent du monde divin. Je pense que c'est façon de dire que s'il existe des dieux et des êtres plus avancés spirituellement, nous qui flottent un petit peu autour de nous, parce que c'est la vision qu'ils ont dans cette philosophie-là. Ces émotions-là sont aussi de ce monde-là. Elles sont tellement excellentes que oui, on les connaît, mais qu'elles sont aussi celles qui sont les plus courantes chez les êtres plus évolués spirituellement que nous. Donc ce sont des états très bien vus. Et si on redescend des couches spirituelles supérieures pour revenir à quelque chose de prosaïque et de basique, en fait, c'est super agréable. En tout cas, ça peut l'être. En tout cas, ça l'est souvent. Ça peut conduire à du calme. Donc, au-delà du bien-être aussi, à une stabilité de l'attention, si on reste dans cet état-là. Ça ne nous rend pas dépendants, ou dans de très rares cas,
on n'a pas de gueule de bois après. C'est-à-dire si vous vivez un fort moment de joie parce que quelqu'un vous annonce une très bonne nouvelle et vous vous réjouissez pour lui, vous vous sentez bien après aussi, vous ne vous sentez pas épuisé ou fatigué par cette bonne nouvelle. Et évidemment, ça nous connecte aux autres. C'est un état d'esprit qui est prosocial, qui crée du lien, qui crée de l'empathie. S'il y avait plus de vidéos, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'actualité, mais je suis persuadé que s'il y avait plus de vidéos de Palestiniens qui se réjouissent de quelque chose de merveilleux montrées en Israël, et plus de vidéos d'Israéliens qui se réjouissent de quelque chose de merveilleux montrées partout où il y a de l'antisémitisme, ça humanise beaucoup les gens de nous réjouir de ce qu'ils vivent de beau. Et c'est une manière très douce de se sentir connectés les uns aux autres. Donc c'est pas mal. Et donc on va essayer. Juste d'essayer de se rapprocher de ce que c'est. Ce ne sera pas une méditation, on l'a fait tout à l'heure la méditation, mais une manœuvre d'approche pour essayer d'apprécier cet état de sentir à quoi il ressemble pour nous. Et donc, en pensant à une personne, il y a deux conditions importantes. Une personne qu'il vous est facile d'imaginer dans un moment de bonheur, de joie, de plaisir, et une personne à qui vous avez très envie de souhaiter que ça continue, de lui souhaiter d'en profiter. Et la phrase peut être, si vous utilisez une phrase, ça peut être simplement « Je te souhaite de profiter de ton bonheur, j'aime te voir heureux ou heureuse, profite ». Toute phrase qui vous permet d'exprimer que vous vous sentez touché par ce bonheur et que vous lui souhaitez que ça continue, que vous vous en réjouissez. Prenons le temps d'imaginer cette personne, de l'imaginer en train de sourire, en train de vivre quelque chose d'agréable. Et avec ou sans les mots, en laissant cette intention de joie partagée s'exprimer, en lui souhaitant très fort de profiter et en vous réjouissant de ce bonheur-là. Et en laissant à nouveau cet état s'exprimer silencieusement, un sourire sur votre visage, une chaleur intérieure, juste une intention silencieuse, en regardant ce qui se passe quand vous laissez cette attitude s'exprimer silencieusement. Ok, en ouvrant les yeux. Parfois, il y a des gens qui pensent spontanément justement à leur chien ou à un animal. Parfois, les animaux marchent bien pour cet état d'esprit-là. Comment vous décririez cet état-là ?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dedans? Qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, qui a l'impression de l'avoir rencontré, cet état-là? Levez la main. Ok. Parce que parfois, il est plus difficile à trouver. Ok. Il y a en tout cas un élément de langage que je devrais entendre. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes dans cet état-là? Qu'est-ce que vous remarquez? Ça a l'air un peu bête, mais en fait, c'est la joie. Et Ouais. c'est la joie doublement. Oui. Ouais, ça traverse en même temps. Moi. C'est la joie de l'autre et c'est ta joie en même temps. Et sur ton visage, est-ce qu'il se passe quelque chose? Voilà, c'était le mot-clé que j'attendais. Il y a le sourire très 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 souvent. C'est nos fameux neurones miroirs là, qui se connectent à ce qu'on imagine, et puis on se dit, ah bah cette personne sourit, bah moi je souris aussi en fait, c'est génial qu'elle soit contente, c'est génial qu'elle soit bien. Une forme de proximité, une communion de quelque chose. En communion avec la personne ou avec... Oui. Oui. Du cœur à cœur, enfin quelque chose de... Moi, ça m'a fait comme un rayonnement physiquement. Et puis, elle communiquait tellement que j'avais l'impression de le vivre. C'était vraiment partagé, alors je ne dis pas ce qu'elle vit. Mais c'est ça qui est génial. Ça fait du bien et donc je suis surprise à sourire. D'autres choses que vous avez remarquées? Par rapport à la bienveillance et à la compassion, dont vous avez peut-être fait l'expérience, est-ce qu'il y a des différences dans la qualité de cette attitude-là? On a vraiment vu, la semaine dernière, on a vu la compassion qui est la grande sœur sérieuse de la famille. Et là, on a vu la petite sœur qui court, qui joue à cache-cache, qui s'amuse. Moi, je sens quand même, alors au risque de me retrouver dans le rôle de ces filles dans les séries américaines, je sens quelque chose d'un tout petit peu plus pétillant, par exemple, qu'avec la bienveillance ou avec la compassion. C'est sous contrôle, hein, mais ça pétille un peu. Et le sourire, et peut-être, mais ça c'est peut-être moi, un peu moins avec moi qui ressens la chaleur et un peu plus vraiment transporté avec la personne à laquelle je pensais. Mais là, c'est peut-être juste les circonstances. Et donc, je suppose que vous aurez fait le constat que c'est plaisant comme état. Donc en fait, on gagne à y passer un maximum de temps quand on a l'occasion de le faire, quand on trouve des raisons de se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une pratique formelle au-delà de la méditation qui est assez intéressante. C'est comme pour la compassion de se dire « Ah, cet état existe. Malheureusement, je n'ai pas de mots pour, donc je pourrais ne pas y penser suffisamment souvent et ne pas remarquer, ne pas apprécier sa présence quand c'est là. Donc, de temps en temps, se dire « Ah, est-ce que c'est de la mudita ?» ou de temps en temps aussi de verbaliser, parce que ça peut aussi faire démarrer la machine, je suis vachement content pour toi. De le dire quand on a l'impression qu'on le sent à quelqu'un. Et comme une façon de dire, ah oui, bah c'est ça en fait. Et de souligner ce qui est présent et de l'encourager un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de petits moments de satisfaction qui peuvent être engendrés par un plus grand soin à cultiver cet état d'esprit-là. Le collègue de travail qui est tout content, et on peut parfois
Mais un peu comme avec la souffrance, d'ailleurs, on peut parfois se dire juste, c'est pas mon département, je suis pas concerné par le mec de la comptabilité qui se marie dans 3 semaines et qui est très content. Et passer à côté de cette occasion de communier parce qu'on n'est pas spécialement proche de cette personne-là, et puis alors qu'en fait, on aurait un petit moment de bonheur partagé qu'on pourrait attraper et qui nous ferait du bien pour le reste de la journée, peut-être, même si on n'a pas beaucoup d'affinité avec ce monsieur et qu'on ne le croise pas souvent. Alors, essayons de méditer un peu plus formellement là-dessus. Position confortable, parce qu'il ne faut pas avoir mal partout quand on cultive ces états-là. Quelques respirations conscientes pour laisser le corps se détendre un peu plus et l'attention se stabiliser un peu plus. Et un rappel, toujours, on utilise des phrases, mais on peut très bien s'en passer aussi. Ou ça peut être un simple « profite » ou « ça me fait plaisir de te voir heureux ». Il n'y a pas besoin d'une phrase sophistiquée. La phrase est seulement là pour porter l'intention. Et si on utilise la phrase, on la laisse résonner et on laisse l'intention résonner dans le silence entre 2 répétitions. En pensant à une personne, ça peut être la même ou une autre, qui pourrait facilement vous inspirer cette attitude-là. Une personne que vous avez de la facilité à imaginer heureuse et à laquelle vous avez spontanément envie de lui souhaiter d'en profiter et que ça continue. Quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant de la place dans votre attention, avec votre imagination, vous la laissez être présente. Et en formulant une phrase, un mot qui vous permet d'exprimer cette intention de joie partagée, qu'est-ce que vous lui souhaitez, qu'est-ce que vous lui dites ?
Et ce que vous avez choisi de lui adresser en répétant la phrase intérieurement, en pensant à la personne, au sens des mots, à l'intention derrière les mots, et en laissant cette intention résonner dans le silence, entre deux répétitions, à un rythme naturel pour vous. Et à chaque fois que l'intention se perd, la phrase est là pour la ramener au premier plan. Et laissant ce plaisir, cette joie à l'idée du bonheur de quelqu'un d'autre s'exprimer dans le silence. Et en prenant conscience d'une personne qu'on appelle souvent la personne neutre, vous pouvez aussi choisir une personne un peu difficile. En tout cas, une personne avec laquelle vous n'avez pas une relation proche, quelqu'un que vous croisez tous les jours sans vraiment connaître cette personne, ou si vous vous sentez plus d'audace, quelqu'un que vous n'appréciez pas beaucoup. Cette personne neutre ou cette personne difficile, la première qui vous sera venue à l'esprit sera sûrement la bonne. En l'imaginant en train d'être tout simplement heureuse, joyeuse, amusée, en train de rire, de sourire, dans la détente, dans le bien-être, en l'imaginant cette personne-là. Et en lui adressant la même intention silencieuse. À nouveau, en laissant cette attitude s'exprimer dans le silence, sans les mots, un ressenti,
intérieure, une attitude, une expression. Et sans ouvrir les yeux, prenant conscience des personnes autour de vous dans la salle et en utilisant votre imagination pour prendre conscience que il arrive à ces personnes-là d'être très heureuses, joyeuses, détendues, souriantes, de vivre des beaux moments, des bons moments. Et aux personnes autour de vous, avec les mots que vous avez choisis, leur adressant la même intention. Vous pouvez vous inclure aussi si vous voulez. En laissant cette attitude s'exprimer silencieusement, ce ressenti, ce rayonnement, cette chaleur. Et en invitant toutes les personnes du marché de Noël et au-delà, prenant conscience de tout ce potentiel de joie, de bonheur, de sourire, de bien-être chez toutes ces personnes au-delà de la salle, partout autour de vous. Y compris, pourquoi pas, les chiens, les chats, toutes les créatures susceptibles de vous donner l'impression qu'elles s'amusent et sont heureuses. Et en laissant rayonner en vous et autour de vous cette attitude de réjouissance pour le bonheur, tout le bonheur autour de vous, tout ce bonheur qui peut exister, aussi loin que votre imagination puisse porter. Et en appréciant ce que c'est, que cet état-là, que cette attitude-là pour vous. Qu'est-ce que vous avez remarqué, notamment là aussi les différences suivant les personnes auxquelles vous pensiez, s'il y a des courageuses ou courageux qui ont pensé à une personne un peu difficile. Moi j'ai pensé à mon facteur, je te dis.
C'est lui qui est venu à l'esprit. C'était pas trop difficile, il est quand même sympa. Qu'avez-vous remarqué? Pour une personne difficile, c'est une façon de rapprochement avec cette personne. Oui. Comme un ressenti avec la joie partagée. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est presque plus simple de prendre cet angle-là plutôt que de la simple bienveillance pour quelqu'un de difficile? Il faudrait essayer avec la bienveillance, avec cette même personne. C'est possible. Je me demande si c'est pas un ingrédient magique de voir la personne sourire et du coup se dire en fait il fait pas que tirer la gueule, il n'y a pas que cette hostilité atroce sur son visage perpétuellement et je pense que ça ouvre quelque chose. D'autres choses. Par rapport à ça, je cherche depuis un petit moment, mais j'ai l'impression que la bienveillance, il y a une intention plus forte. C'est plus difficile d'être bienveillant que de dire ah bah soyons joyeux. Oui. J'ai trouvé étonnamment, j'ai trouvé assez difficile, c'est quelque chose de style. Et là, j'ai une sorte d'amusement. Je me dis ok, ben, essayons. Ça m'engageait moins que la bienveillance. Oui. Il y a quelque chose de plus passif. Ouais. D'autres personnes se reconnaissent là-dedans. Ouais. Ouais. Oui. Et moins l'impression de devoir former cette espèce de courant énergétique de bienveillance que vous envoyez vers quelqu'un, mais c'est plus oh, bah, je suis content, c'est cool que cette personne soit bien. Ouais. Ouais. Et puis quelque part, c'est quelque chose qui. Parce qu'on dit ah tiens, est-ce que ça me nourrissait? Et la bienveillance, c'est caricatural, c'est justement que ce soit pas fort. Oui, mais il y a quelque chose. Et puis tu fais aussi un mouvement, puis je pense que tu sens ce mouvement vers l'avant quand tu es dans la bienveillance, puis il y a quelque chose de plus. Ça t'engage à rien. Ouais, ce qui est intéressant, puis le ça t'engage à rien colle bien aussi avec le fait que ça pourrait être plus simple avec une personne un peu difficile, justement. Parce que même si on sait que c'est pas ça, quand on souhaite du bien ou qu'on souhaite que ça s'arrange, si on prend donc de la compassion pour une personne difficile, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on lui fait ce cadeau. Et donc il peut y avoir une résistance à lui faire ce cadeau compte tenu des voilà. Alors que là, un peu moins. Si le chef de service est en train de préparer son barbecue et qu'il est très content, c'est plus facile de juste se dire ah bah oui, cet odieux connard a accès lui aussi au plaisir et au contentement. Je me réjouis pour lui. Je lui souhaite d'apprécier son barbecue. D'autres choses. On s'en vécu. Non, ils ont toujours été adorables. Aller au-delà de vous et de la personne à laquelle vous pensiez pour le faire avec les personnes autour de vous ou les personnes dans le marché de Noël, c'était comment? C'est quand même difficile d'aller plus loin, je trouve. Pour qui c'était un peu plus difficile? Il y avait une distance géographique qui compliquait un peu le truc. Ouais. Puis plus de recours à l'imagination peut-être aussi. Pour les personnes au-delà. Les gens de la fête, je trouve que c'était facile. Parce qu'on les entend rigoler, s'amuser, ils ont forcément du plaisir. Je trouve que c'était facile de partager. Est-ce que peut-être c'était plus difficile quand il s'agissait de les voir et que quand tu dis en les écoutant, tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose, il y a peut-être une modalité sensorielle qui rend la chose plus facile aussi. D'autres choses. Moi, ça s'est fait assez facilement par rapport à la bienveillance ou la compassion. Il y avait vraiment des légèretés. Je trouve qu'il dégage déjà, il passe un moment. Oui, clairement. Oui.
Oui. Moi, c'était vraiment comme, justement, le fait de penser au bonheur des gens dehors que je ne connais pas, ou même genre des chats, et d'imaginer juste s'amusant quelque part. C'était juste genre imaginer tout le bonheur qu'il y a dans le monde et me nourrir de ça. Et du coup, c'était vraiment, je sentais comme, mais pas d'une façon égoïste, de genre vouloir le garder pour moi, mais juste respirer. Oh waouh, il y a tellement de bonheur. Absolument, absolument. Qui se reconnaît un petit peu dans cette idée-là? Ouais. Moi, j'ai aussi l'impression que ça active aussi un peu, ou ça réchauffe un peu ma propre capacité à être heureux. Ça me rappelle, c'est un peu de la joie partagée pour soi-même, où je me demandais si c'était une chose vraiment possible, mais oui, en fait. C'est cool que j'ai aussi accès à cette capacité d'être heureux, d'être joyeux, d'être bien, d'être détendu, et que je partage ça avec les gens à qui je suis en train de souhaiter d'en profiter. C'est vachement sain, tout ça. C'est pas pour dire. Ouais. Alors tous ces états sont très sains. La compassion aussi, j'en ai assez parlé la semaine dernière, la bienveillance aussi, mais dans la tradition bouddhiste et dans les retraites, par exemple, centrées sur ces états-là, il y a vraiment cette idée qu'on peut rester croché dans ces états durablement, sans burn-out, c'est-à-dire sans tout à coup dire « Ah, j'en peux plus, cette joie partagée ». Donc, on peut rester confortablement, parce qu'il n'y a pas cette excitation, cette giddiness, on peut rester confortablement dans ces états-là, longtemps, que ça ne nous fait que du bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on gagne à faire plus, mais même à petite dose. Moi, j'ai toujours eu un problème avec... J'ai fait des retraites centrées sur la bienveillance. Et alors, en retraite, c'était très bien. Mais en méditation, j'ai de la peine à le faire longtemps. Du coup, je préfère faire des petits moments. Je le fais en fin de méditation, ou je le fais juste quelques minutes pendant la journée, ou quand je suis dans le train avec les gens autour. Je préfère des petits moments. Je n'ai pas encore trouvé la voie de l'appréciation d'une longue méditation d'1 heure sur la bienveillance, à part en retraite, parce que je me mets vraiment dans un état... On fait tellement que ça devient naturel après un certain temps. Mais dans ma pratique quotidienne, c'est pas du tout une pratique centrale. C'est vraiment une cerise sur le gâteau que je me fais de temps en temps. Mais posez-vous la question pour vous, si c'est pas quelque chose que vous pouvez faire simplement plus souvent, que ce soit comme moi, par petites doses, ou bien même informellement, ou vous essayez de faire une méditation formelle de temps en temps, où vous vous centrez surtout là-dessus. Et vraiment, les phrases, c'est un prétexte. On cherche à être dans cette attitude et à être dans cet état. Et les phrases, elles nous accompagnent, elles nous aident, mais dès qu'elles sont envahissantes ou lourdingues, on les lâche et puis on reste avec l'attitude. Ok. J'ai une question. Si ça avait été à 18h15, qui aurait eu plus de peine à venir? Juste que je me fasse une idée. Ok, donc c'est pas mal 18h30. C'était de toute façon pas pour les prochaines séances que j'allais changer ça, c'était pour savoir. Je me dis que c'était bien, à part s'il y a une dernière question, sur la méditation en général ou ce sujet en particulier, une dernière remarque. Ce n'est pas le cas. Comme j'ai de temps en temps volé des minutes aux champions d'arts martiaux qui nous succèdent, je vais compenser. On sera, je pense, bien à l'heure si on commence à ranger maintenant. Merci beaucoup pour cette joie partagée avec vous. Et bon vin chaud au marché de Noël pour les personnes qui font une after.